À M. Abbas Mohsen, qui est un homme d'État en Tunisie, qui a une carrière dans la haute administration en Tunisie et qui va nous parler de l'évolution entre société et État durant la pandémie. Si Abbas, vous avez la parole, et si vous voulez bien ajouter quelques éléments de biographie pour que les gens puissent vous connaître davantage. À vous la parole, c'est Abbas. Pour 15 minutes, pour 15 minutes, juste pour rappel. Très bien, je tiendrai les 15 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président et cher Si Ayman. Si vous souhaitez quelques éléments de biographie à toute vitesse, je suis né à Tunis en 1945. Je suis entré à la fin de mes études universitaires à l'École nationale d'administration, dont je suis sorti et j'ai occupé principalement des emplois dans l'administration locale, comme adjoint de gouverneur, comme gouverneur, et j'ai été dans ma vie 3 fois à peu près ambassadeur au Yémen, au Brésil et aux Pays-Bas. Je suis parti à la retraite en 2010 et donc j'ai eu depuis tout le temps de me consacrer à la réflexion sur la gravité des choses de la vie. Donc merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs et chers amis. Je voudrais vous dire d'abord un mot de regret de n'avoir pas pu être parmi vous. Je l'aurais tant voulu et je voudrais saluer notre ami le grand Michele Capasso qui nous reçoit, vous physiquement et moi virtuellement, qui nous reçoit chez lui dans cette belle ville historique de Naples. Je voudrais aussi dire tous mes remerciements à la Fondation Konrad Adenauer Stiftung pour sa détermination, son dynamisme et son courage. Je voudrais présenter mes remerciements et mes félicitations et mes souhaits de succès à son nouveau représentant résident en Tunisie, M. Gaïet. Merci aussi, merci infiniment au Forum de l'Académie politique dont le président Hayet Dogri et, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, l'incarnation du dynamisme, du courage et de la volonté. Je vous livre, Monsieur le Président, chers amis, quelques réflexions sur la société, le Covid et l'État. La question centrale est la suivante: est-ce que le Covid risque-t-il de mettre fin à 50 ans de conquête politique pour la société civile et son expression juridique qui sont les collectivités locales? Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la question s'était posée en Europe occidentale: quels seraient les moyens et les meilleures constructions constitutionnelles ainsi que les meilleures organisations administratives pour conjurer définitivement le péril du totalitarisme. Les pays d'Afrique, en particulier d'Afrique du Nord, qui sont parvenus à l'indépendance vers un peu avant ou un peu après 1956, ces pays, disais-je, se sont également interrogés sur le type de structure idéale qui flatterait et garantirait ce goût de la liberté. En 1946, l'Italie s'est dotée d'une constitution très libérale qui constitue peut-être l'exemple à suivre et qu'ont suivi la plupart des pays occidentaux dans la constitution unitaire, c'est-à-dire des pays non fédéraux. Elle a pris un certain nombre de garanties pour les libertés individuelles et un certain nombre de garanties également pour les communautés humaines, ces collectivités locales,
qui sont aujourd'hui en Italie organisées en 3 étages, la commune, la province et la région, les libertés des collectivités à s'organiser. En 1949, la loi fondamentale d'Allemagne a prévu, pour garantir également ces libertés individuelles et collectives, un certain nombre de dispositions, dont certaines appartiennent à ce qu'on appelle assez joliment les clauses d'éternité dans la Constitution allemande. L'Allemagne est donc fédérale à peu près depuis la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord, puis dès 1971, avec la réunification totale et définitive de l'Allemagne, et elle est restée fidèle à ce schéma fédéral qui a peu ou prou inspiré les pays voisins, même de constitution unitaire. Pour en revenir à l'Italie, elle adopte un système régionalisé dans sa constitution, mais elle ne le met en œuvre qu'à partir de 1971, avec 25 régions italiennes, qui comprennent les 110 provinces, qui correspondent en France aux départements, en Tunisie aux régions et en Espagne aux généralités. Donc 25 régions, dont 5 régions à statut spécial, qui sont, comme vous le savez, la Sicile, la Sardaigne, le Trentin-Haute Adige, le Val d'Aoste, le Frioul et la Vénétie. Et nous nous trouvons à Naples, que je voudrais saluer. Naples, qui a eu, il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années, un maire d'origine tunisienne. Nous sommes à Naples, disais-je, dans la région Campanie, et Naples en est la ville métropole. Je disais qu'enfin débarrasser de la guerre, et même des 2 guerres, et surtout des épidémies qui fauchèrent tant de pays, comme la grippe injustement appelée espagnole, qui fait à peu près 50 millions ou plus de morts, la peste qui compta nos pays jusqu'à 1930, d'autres maladies infectieuses. Donc elles sont débarrassées elles se sont débarrassées des guerres, elles sont arrivées à se débarrasser des grandes épidémies. Les sociétés ont voulu s'installer dans la paix et organiser la prospérité. Combiné avec le baby boom de l'après-guerre, qui va dès 1965 donner une formidable population estudiantine dans tous les pays, et donc créer par le poids démographique et l'effervescence intellectuelle des mouvements de revendication autour de la liberté sexuelle, la liberté d'avortement, le contrôle des naissances, les libertés politiques telles que l'organisation libre de communautés humaines qui veulent s'auto-administrer et qui a été à l'origine du grand mouvement des collectivités locales en Europe occidentale. L'Italie, disais-je, régionalise dès 1971 et donne, si je puis dire, le rythme au reste de l'Europe occidentale à régime unitaire. Elle a une année d'avance sur la France et ses fameux établissements publics régionaux. Elle a 7 ans d'avance sur l'Espagne, qui sort tout juste qui entre tout juste dans une monarchie constitutionnelle. Et l'État italien sert donc des pans entiers d'attribution et de compétences à ces nouvelles collectivités régionales. Il y a donc 3 types de compétences. Des compétences exclusives de l'État qui sont, comme vous le devinez, des compétences, j'allais dire, régaliennes, c'est-à-dire les affaires étrangères, la défense nationale, l'émission de la monnaie, on oublie souvent, les politiques de sécurité sociale et les politiques de santé. Il y a des compétences partagées telles que la santé, les transports, et il y a des compétences propres
aux collectivités, aux nouvelles collectivités locales, qui sont les hôpitaux, les transports, l'organisation des écoles, à l'exclusion évidemment des programmes pédagogiques, etc. En Tunisie, les grands problèmes de santé ont été résolus à peu près partout pendant 50 ans de travail ininterrompu des différents gouvernements. Des CHU ont été implantés dans toutes les grandes villes et on songe, depuis quelques années, à aller vers plus de liberté, tant individuelle que communautaire. Et c'est ainsi que le chapitre 7 de la nouvelle constitution de janvier 2014, qui remplace la constitution du 1er juin 1959, la constitution de janvier 2014 stipule donc dans son chapitre 1er et à travers de nombreux articles, le chapitre 7 s'intitule en toute simplicité, en toute modestie, pouvoir local et non pas autorité locale. Il crée des districts qui correspondent à peu près aux régions italiennes et aux régions françaises, qui n'ont pas encore été implantées. Il donne de nouvelles libertés aux deux étages restants de collectivité, c'est-à-dire ce qui s'appelle en Tunisie les régions et qui correspond en Italie aux provinces, en France aux départements et en Espagne aux généralités. Et il crée et il donne également de très grandes attributions aux communes dont la couverture est désormais, depuis 2014, généralisée à tout le territoire. Et les premières élections municipales fondées sur ce système ont lieu un mois après la promulgation du Code des collectivités locales, c'est-à-dire en mai 2018. Et comme toute organisation nouvelle, elles connaissent des problèmes, j'allais dire, naturels. En mars 2020, en plus de ces problèmes naturels de mise en place et de rodage de ce nouveau système, arrive en Tunisie la première vague de Covid et elle remet en cause toutes ces avancées dont profitaient les collectivités locales et qu'elles s'apprêtaient à mettre définitivement en place. Comme dans tous les autres États du monde, la société dut s'en remettre à la rassurante proximité de l'État régalien et providentiel. Celui-ci, reconnaissons-le, mit quelque temps à se débarrasser de son désarroi initial. La société désemparée assista au querelles de ministres sur la question des masques. Il y avait des pour, il y avait des contre. La question de la médication, il y avait des pour et des contre d'hydrochloroquine, etc., etc. Pendu aux masques des États eux-mêmes en plein désarroi, la société accepta néanmoins, volens nolens, quelques dictats. Et c'est ce qui nous permet de parler peut-être d'un retour en force de l'État, la question étant de savoir s'il est définitif ou non, ou provisoire. Les hommes d'État pensent généralement qu'on ne gouverne bien qu'en temps de guerre. Et l'épidémie mondiale semble leur donner raison. À l'exception des gouvernements négationnistes, comme les régimes de M. Bolsonaro au Brésil ou celui de M. Trump aux États-Unis, les États, tous à peu près, prirent le taureau par les cornes. Et au centre de cette reprise du pouvoir, si je puis dire, par des gouvernements centraux, c'est-à-dire par les États centraux, se sont trouvées les collectivités locales, dont on a brièvement évoqué les états d'émancipation principalement à partir de 1971, l'Italie donnant le ton ou le rythme au reste des pays d'Europe occidentale, la France ayant un an de retard sur l'Italie, puisqu'elle est venue
au concept régional qu'en 1972, et encore de manière biaisée, puisque les régions françaises en 1972 n'étaient encore que des établissements publics régionaux et non pas des collectivités locales. Elles ne le deviendront qu'en mars 1982. Nous avons vu que le cas d'Espagne également. Et donc, les collectivités, pour faire face à cette pandémie, vont devoir se conformer aux décisions et aux mesures, parfois coercitives, décidées par les États centraux. Seuls ceux-ci, les États centraux, détenteurs des compétences que vous connaissez en matière de relations internationales, de défense nationale et de politique de santé, purent déployer et tous azimuts tous leurs moyens. Service, il vous reste 2 à 3 minutes. Hein. J'ai fini. D'accord, tant mieux. Pour négocier avec d'autres pays, pour passer des contrats centralisés d'approvisionnement, de médicaments, de machines, de vaccins, etc., pour mobiliser de considérables ressources financières. Traiter avec d'autres États, à travers l'OMS ou directement, déployer les armées nationales pour suppléer aux déficiences du secteur hospitalier civil en matière de soins, en matière de vaccination, et nous avons vu tous les chefs d'État ou de gouvernement apparaître à la télévision ou dans des discours publics pour parler sans hésiter de guerre, d'état de guerre, de nécessité de défense de la patrie, etc., etc. En Tunisie, d'ailleurs, la mauvaise gestion de la crise du Covid a même été à l'origine d'un mouvement populaire d'abord, qui a à son tour provoqué ce que j'appellerais par périphrase une profonde mutation politique en juillet 2021. On voit ainsi que le Covid, c'est ce qui nous intéresse, retentit non seulement sur ces structures périphériques qui se trouvent au cœur de la société civile, que ce sont les collectivités locales, mais qui impactent aussi le cœur de l'État. Et donc il y a un retour de l'État dans la vie quotidienne. La société a été, nous l'avons vu, profondément affectée par la pandémie, et elle a accepté d'abdiquer, si je puis dire, au profit de l'État, la plupart des libertés acquises depuis la fin de la guerre. Car pour stopper la pandémie, l'État ou les États centraux, sauf le Brésil et les États-Unis d'Amérique, les États ont dû porter la main sur des libertés qui nous paraissaient évidentes et définitives, telles que la liberté de circulation, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, etc., etc. Et ces limitations à la liberté de circulation ont fait chuter en 2019 le trafic aérien de 60%, puisqu'il est passé de 4,5 milliards de passagers en 2019 à 1,8 milliard en 2020, ce qui est une baisse considérable. Il y a eu également unification des mesures, donc un coup d'arrêt aux particularités régionales ou locales. L'État a dû aussi songer à des aides financières pour compenser les fermetures de commerce, de restaurants et autres lieux de loisirs, et pour s'occuper et accompagner les ménages les plus démunis. En conclusion, l'État redevient indispensable dans les situations de guerre. Souvenons-nous, tous les chefs de gouvernement ou d'État ont tous, à mon avis, sans exception, parlé à plusieurs reprises de situations de guerre, et ils en ont, de bonne ou de mauvaise foi, profité pour accroître les pouvoirs de l'État, en tout cas de manière temporaire. Il faut espérer que ce sursaut des États crée de vrais liens de solidarité internationale, comme on donna à l'Allemagne, qui, doté de 28 000 lits de réanimation, ce qui en fit la première des pays d'Europe occidentale, elle accepta de soigner et d'admettre dans ses hôpitaux des malades venus de pays voisins moins prévoyants et donc moins bien équipés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Abbas Mohsen, pour cette éclairante intervention qui nous a présenté l'époque Covid comme l'antithèse
c'est ce que j'ai compris, l'antithèse de l'époque post-guerre mondiale, donc des libertés grandissantes, maintenant des libertés qui reculent, et j'espère que ça ne va pas être définitif, c'est ce que a dit la conclusion. Donc je passe la parole à M. Marco Garolli, qui va nous parler de approche diagnostique éducative après la pandémie. Monsieur Garolli, je vous donne tout de suite la parole et je vous demande si vous voulez bien de nous donner quelques éléments de biographie afin que l'audience puisse vous connaître. Je travaille à l'hôpital Mauriziano de Turin et je suis aussi coordinateur et directeur d'une école d'échographie d'urgence. Je suis pas un sociologue, donc je suis un peu hors de mon terrain à parler aujourd'hui, mais je suis très content d'y être. C'est aussi la première fois que je fais un exposé en français, donc si je me trompe, si je fais des erreurs, j'ai fait confiance dans votre compréhension. Je dois parler des approches diagnostiques et formatives après la pandémie, c'est-à-dire ce que la pandémie nous a enseigné et ce qu'on a appris pendant la pandémie. Je veux le faire à l'aide de deux images. Ce sont des images que j'ai prises en mars 2020, donc lorsque la première vague du Covid a frappé ma région dans le nord-ouest de l'Italie. Je dois condivider mon écran, je vais le faire tout de suite. Vous voyez l'écran maintenant? Oui. Ok. Donc. Voilà. Cette image ici, c'est le premier cas d'échographie d'une pneumonie Covid qui a été enregistré en Europe. Au mieux, publié en Europe. Il y a eu des publications sur des journaux chinois, mais c'est la première fois qu'en Europe on l'a enregistré et publié. Et je suis très orgueilleux d'être moi qui l'a publié, mais je veux vous faire voir que je ne l'ai pas publié sur un journal médical, je l'ai publié sur Twitter. C'était un choix parce que on avait une faute de temps. On est au milieu d'une crise sanitaire sans précédent, donc on a pensé que le meilleur moyen de rejoindre le plus grand nombre de personnes dans le moindre temps possible, c'était d'utiliser les médias sociaux. L'autre raison pour laquelle je l'ai publié pas sur un journal, mais sur un média social, c'est que on était au début d'un incroyable échange de communication, d'informations, de consultations qui s'est après développé pendant toute la pandémie et qui a été absolument incroyable pour le nombre des informations qu'on a partagées. Donc, pendant la pandémie, on a, grâce aux médias sociaux, bâti des réseaux sociaux absolument effective. On a grandi en sens de communauté qui est pour moi la plus belle, la seule expérience agréable de toutes les pandémies. Ça a produit de conduite vertueuse. On a produit une amélioration des soins qu'on pouvait offrir à nos patients. On a pu aussi réduire le temps de la communication par rapport aux journaux médicaux. Donc, c'est pour moi absolument évident que le premier leçon que le Covid nous a enseigné et qu'il faut apprendre et garder comme patrimoine, c'est la valeur de l'Internet lorsque ça est géré par des médecins, par des sanitaires qui ont un esprit de collaboration et de partage des données. C'est bien sûr un
incontournable, le rôle de l'Internet, mais c'est aussi vrai qu'on a eu des conduites reprochables quand même. Je peux penser à combien sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, on a divulgué des informations fausses ou bien qui se sont démontrées longtemps inefficaces. Donc, mais je peux penser que la pandémie aurait fait bien plus de dommages si on n'avait pas eu Internet. Je pense à la rapidité avec laquelle toutes les infos de la Chine sont arrivées chez nous et après de nous se sont répandues sur le reste du monde. Donc, la deuxième image que je vous veux faire voir, c'est celle-ci. C'est une image. Pardon. Voilà. C'est une image de mon hôpital et c'est une image très triste parce que on était vraiment au pire moment de la pandémie. Ce sont deux patients connectés au même ventilateur. Ça, c'est une chose que le médecin ne devrait jamais arriver à faire. Moi, je le fais, bien savant que c'était une chose dangereuse, mais c'était le seul choix que j'avais. J'avais beaucoup de patients, j'avais trop de patients par rapport aux ressources que j'avais. Donc, pour la première fois, moi, j'ai eu l'expérience d'avoir plus de patients que de ressources. Et ça, c'est une leçon inoubliable. Et je pense que cette photo symbolise clairement que le Covid ou quelque autre pandémie peut nous mettre dans une situation qui peut être quotidienne par ailleurs dans certains pays moins développés, mais que nous n'avons jamais vraiment vu et expérimenté. Ça a été très très important pour nous de nous trouver dans une telle situation. Et bien sûr, on doit être préparé à ce que ça n'arrive plus. Il faut garder la conscience que ça peut encore arriver et que c'est une leçon à ne pas oublier. Je vous fais voir aussi que j'ai décidé de diffondre cette image sur Internet et ça a bien reçu des critiques parce que c'était absolument une chose qu'une personne n'avait jamais publiée. Mais je vous fais voir aussi que cette image a produit tellement de débats, pardon, c'est pas celle-ci, je m'excuse, c'est celle-là. Voilà. Avec Twitter, cette image, qui est une image presque d'une situation de guerre, je n'ai pas lu un seul article qui a dit, qui démontrait que c'était une technique valable, c'est une situation désespérée. Mais cette image a eu, dans cette année, presque 2 millions de visualisations. Et moi, je n'ai que 1400 followers. Donc, ça démontre le pouvoir incroyable qu'on a avec les médias sociaux pour répandre les connaissances médicales. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour se préparer à tous les défis que le post-Covid nous posera? Moi, je pense que on doit revoir ce qu'on a expériencé dans cette année. Et moi, bien sûr, je suis instructeur d'échographie, mais je dois dire en toute honnêteté que l'échographie a montré un rôle central dans la pandémie. C'est un examen médical, le diagnostic, qui a montré une sensibilité qui est presque la même que la TC, la tomographie computérisée. Mais il ne faut jamais oublier que dans le monde, seulement 20% de personnes peuvent accéder à un TC. C'est-à-dire, oui, 80% du monde n'a pas accès à cette technologie, qui est bien sûr la meilleure. Mais on ne peut pas investir seulement sur des technologies qui sont dédiées en personne sur 5. L'échographie a quand même des autres atouts, c'est-à-dire n'expose pas de patients en radiation, mais surtout dans un cas de pandémie tel qu'on nous a passé, ça peut réduire grandement le nombre de personnes qui peuvent être contaminées, parce que c'est une modalité de diagnostic qui est fait au lit du patient,
par un seul opérateur. Il ne faut pas bouger les patients, il ne faut pas l'emporter en cabinet radiologique. Donc, ça réduit grandement le nombre de personnes potentiellement contaminées. Il y a des autres taux encore. L'échographie est une technologie portable, une technologie économique et une technologie qui, avec tous les examens faits, peuvent être enregistrés et mis en archive comme des fichiers, téléchargés, et ça peut, le résultat, le vidéo peut être discuté sur tous les réseaux d'Internet. Donc, c'est une technologie économique qui a des coûts initiaux d'achat, mais des coûts de gestion, des coûts d'utilisation quotidienne très basses. Étant une technique économique, une technologie très économique, et surtout qui tous les médecins peuvent apprendre, à la différence de la radiologie traditionnelle. Moi, pardonnez-moi pour la simplification, mais moi je pense que c'est le moyen diagnostic démocratique qu'il y a. Donc, nous croyons que l'échographie sert surtout, l'échographie d'urgence, l'échographie faite au lit du patient, comme on a fait pendant la pandémie, ça sert beaucoup à l'autonomisation, à le renforcement du médecin. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les pays en cours de développement. Bien sûr, je pense que vous pouvez douter ce que je dis, parce que c'est vrai, moi je vends pour d'échographie. En effet, les cours que nous faisons dans mon hôpital sont payants, bien qu'avec des tarifs bien réduits. Mais lorsqu'on fait les cours à l'étranger, nous le faisons sans but lucratif, nous le faisons sans gain, dans un esprit de collaboration. Nous faisons des cours au pair, parce que nous croyons assez que la connaissance médicale doit être répandue sans des coûts pour qui les apprend. C'est en fait que nous faisons part d'un network sur Internet s'appelle FOMED. C'est un acronyme anglais ça signifie Freedom Online Access to Medical Education, c'est-à-dire l'accès gratuit sur les... Ils ont permis de maintenir la vie sociale des gens qui ont été confinés, de rester en contact avec leur communauté et d'organiser des réseaux d'aide mutuelle et de recevoir des informations et des conseils sanitaires importants sur la pandémie. Malgré ça, il y a beaucoup d'effets néfastes que la pandémie a mis en lumière. Et donc, d'abord, les réseaux sociaux constituent un canal d'une efficacité unique permettant la désinformation de se propager. Donc la désinformation est toujours un problème, mais la pandémie a mis l'accent sur les conséquences liées à la santé qui sont plus dangereuses. Donc lorsqu'il y a une désinformation par rapport à la santé dans une période de pandémie, ça devient dangereux pour les citoyens et pour tous les utilisateurs de Facebook. Et donc selon l'OMS, le faux traitement et la méfiance à l'égard des conseils de santé publique peuvent coûter des vies en diminuant par exemple le respect des mesures de quarantaine et de santé publique. Donc les fake news sapent aussi la cohésion sociale et la confiance dans les gouvernements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait confiance dans les mesures prises par les gouvernements suite à des désinformations larges dans les réseaux sociaux. Ici aussi. Donc, et ça peut... donc, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences ont mis en lumière les problèmes de gouvernance des plateformes numériques. Donc il y a un manque de responsabilité et de procédures régulières dans la modération des réseaux sociaux, manque de transparence dans l'exercice de ce pouvoir, parce que ces réseaux sociaux ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas élus démocratiquement, donc ils peuvent contrôler la liberté d'expression comme ils veulent et sans aucun contrôle. Et il y a aussi donc l'ambiguïté et l'arbitraire dans ce genre. Donc la pandémie a obligé les réseaux sociaux à évoluer et à changer leur politique. Et donc, ils ont commencé à faire des efforts. Par exemple, Twitter a ajouté pour la première fois des étiquettes de vérification de faits sur des tweets de l'ancien président Trump pour bien préciser que c'était des informations pas très correctes. Et ici, donc, mais cet effort a été très limité parce que la modération des fake news est coûteuse
est difficile. Et donc les politiques de modération sont aussi influencées par les préoccupations politiques et par rapport aux préoccupations de réputation de ces entreprises. Ils ne le font pas pour la liberté d'expression, ils ne le font pas pour les citoyens, ils le font parce que lorsqu'ils se sentent menacés par l'opinion publique ou par le contrôle des gouvernements. Et donc ici, et je vais terminer maximum dans 1 minute, donc ici c'est une lanceuse d'alerte qui travaillait sur Facebook et qui témoignait devant le Congrès américain dernièrement, il y a 1 mois ou 2 mois, et pour dire que Facebook faisait, lorsqu'il y avait une balance entre l'argent et comment dire, une responsabilité sociale et citoyenne par rapport à la désinformation, Facebook choisissait toujours de faire valoir les gains matériels. Donc ici, c'est quelqu'un qui a travaillé chez Facebook et c'est une lanceuse d'alerte. My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Donc ça, c'est la réalité. Pour conclure, 3 recommandations. Donc on va pas, je pense que le monde ne va pas rester comme ça devant ces plateformes numériques. Donc je pense qu'il est nécessaire que ces entreprises, d'abord, doivent mettre un effort et embaucher davantage de modérateurs et de vérificateurs de faits et leur donner autant de moyens financiers d'accès aux données que nécessaire, non seulement sur les principaux marchés anglophones, mais dans le monde entier. Ici, il y a aussi l'exemple du Myanmar, où il y a eu un massacre et il y a eu une désinformation totale sur Facebook, parce que Facebook n'avait pas de gens qui comprenaient la langue utilisée localement. Donc ils n'ont pas pu modérer. Deuxième recommandation, et une autre dernière, les gouvernements doivent imposer des réglementations plus strictes à l'encontre des géants numériques, et finalement il faut investir massivement dans l'éducation numérique et mener le combat contre une sorte d'illettrisme numérique qui fait que la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas assez sensibilisés aux conséquences néfastes sur nos sociétés. Merci beaucoup et merci Monsieur le Président de m'avoir permis Oui, il a riposté très récemment en créant son propre réseau social. Voilà, qui s'appelle Social Truth. Imaginez Social Truth venant de Donald Trump, c'est quelque chose. Donc j'invite Madame Simona Plano à nous rejoindre. Elle va nous parler de la vulnérabilité sociale et pauvreté éducative. Donc je lui donne la parole. Elle est là? Oui, oui. Bienvenue. Madame, veuillez nous rejoindre. Bienvenue. Welcome. Ok, la parole est à Madame Simona Plano. Merci Madame. Buongiorno a tutti, ringrazio Michele Capastro e la Fondazione Mediterraneo per avermi invitato qua oggi a parlare di un aspetto riguardo appunto la pandemia, un aspetto che spesso viene tralasciato in questa sponda nord, che a volte dimentica di interrogarsi su alcuni aspetti come la povertà e l'esclusione sociale. Bonjour à tous, je remercie M. Carrasco de m'avoir invité aujourd'hui pour parler d'un aspect souvent oublié de la pandémie, à savoir la pauvreté. Io mi presento un attimo, sono la coordinatrice di un progetto sociale qua a Napoli, è un progetto che mira a combattere la dispersione scolare e
combattere appunto il rischio devianza sui minori a rischio. Je suis la coordinatrice d'un projet social à Naples pour combattre l'abandon scolaire, c'est ça? L'abandon. Sì, da sì. Donc l'abandon scolaire, est-ce qu'il peut en résulter comme déviance au niveau du comportement? Personalmente ho lavorato anche in paesi in conflitto come nella striscia di Gaza e molte situazioni vissute durante la pandemia con molte situazioni vissute durante la pandemia pensavo che questa situazione portasse ad avvicinarci di più tutti insieme, ad essere più uniti e a comprenderci l'un l'altro anche nelle difficoltà. Donc j'ai travaillé personnellement durant les périodes de conflit dans des pays plutôt en conflit et j'ai pensé que la pandémie pouvait en fait créer plutôt un rapprochement entre les personnes. Invece anche rispetto appunto alla distribuzione dei vaccini ci siamo resi conto che non è proprio così, non è andata proprio così. Et particulièrement par rapport à la distribution des vaccins, on s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Con questa semplice presentazione vorrei che vedeste alcune foto della realtà vissuta in quel momento, in questo periodo della pandemia da noi operatori sociali. Avec ces photos, je peux vous montrer en fait quelques situations que nous avons vécues en particulier durant cette période de pandémie. Si è parlato spesso di didattica a distanza e di tecnologie per avvicinare i minori. Learning, education from web. Donc en particulier, on a essayé de voir comment le web pouvait former, éduquer les jeunes par rapport au comportement durant la pandémie. Però molte famiglie non solo non hanno gli strumenti, non hanno i computer, ma non hanno nemmeno l'elettricità, le connessioni adeguate. Quindi... Alors, excusez-moi, parce que le problème qu'on a rencontré, c'est que des familles, non seulement n'avaient pas les outils, mais n'avaient quelquefois même pas l'électricité pour pouvoir utiliser donc, les technologies. Questo che vedete è proprio una scena che riprende il tentativo di connettersi con la scuola. Et donc ça, c'est une photo qui essaye de montrer comment on pouvait en fait se connecter. Sì, cercare di connettersi attraverso il balcone perché non c'è connessione nelle case. Donc on a essayé de se connecter au niveau des balcons parce qu'il n'y avait pas de connexion au niveau du domicile. La situazione vissuta soprattutto dai minori e dalle donne è stata molto difficile. Ad esempio ci sono state donne sole che crescono 4 figli che dovendo andare a lavoro ovviamente lasciavano i bambini da soli. Nous avons donc rencontré des familles où la situation était difficile pour les femmes et les enfants. Les femmes avec 4 enfants devaient travailler et ne pouvaient pas arrêter de travailler et laisser les enfants seuls à la maison. Quindi in un primo momento, quando non è stato ancora legiferato completamente l'aspetto della pandemia, noi riuscivamo a raggiungere le case e a colmare quel vuoto di una mamma assente per lavoro. Durant la première période, lorsqu'il n'y avait pas encore beaucoup de lois par rapport à la pandémie, nous pouvions accéder aux maisons. Abbiamo aiutato, supportato le famiglie anche nell'assenza appunto della mamma o dei genitori. Donc par rapport à l'absence de la mère et des parents au niveau de la maison. Però questo dopo non ci è stato più permesso perché non potevamo più accedere alle case per via della legge che impediva appunto di avere contatti, no? Par la suite, cela n'a plus été possible à cause de la loi qui nous interdisait de nous déplacer. Quindi cosa è successo? È successo che le scuole sono vuote. Il en a résulté la fermeture des écoles. I bambini sono rimasti soli a casa senza strumenti. Les enfants sont restés seuls à la maison sans avoir des outils pour communiquer. E spesso quando siamo riusciti ad intervenire in luoghi terzi, cioè in degli spazi diversi,
lorsque nous avons pu quand même intervenir dans des environnements tiers ou dans d'autres environnements, siamo riusciti a portare i minori in altri spazi, in delle palestre chiuse ad esempio. nous avons pu donc emmener les mineurs dans d'autres espaces E a fare dei laboratori a distanza. et donc créer des laboratoires à distance. Abbiamo creato una rivista, per esempio, che si chiama appunto Nessuno si salva da solo, come le parole del Papa. Nous avons créé une revue qui s'appelle Personne ne peut ne peut se sauver seul ou être sauvé seul. E dove abbiamo anche dato del supporto psicologico a distanza, abbiamo fatto arrivare dei materiali dalla nostra psicologa. Donc on a soutenu en fait ces adolescents à distance grâce à des psychologues en particulier. Ovviamente chi non aveva gli strumenti tecnologici è rimasto tagliato, escluso da questo. Et ceux qui n'avaient pas l'instrument technologique donc sont restés exclus de ces efforts. Qua vedete alcune immagini proprio dei prodotti che i bambini facevano durante questi laboratori. Là, on vous présente des produits réalisés par les enfants dans les laboratoires. Chi è rimasto escluso invece, queste sono le immagini delle piazze delle nostre città, no? Ceux qui sont restés exclus, on peut vous montrer ici des places dans nos cités en fait. E questa situazione ci ha portato ad accendere le luci dei riflettori proprio su una problematica che è costante, che non è solamente durante il Covid, no? Il rischio per i minori nelle nostre città. Et cela a mis en lumière les risques pour les mineurs dans nos cités, indépendamment du Covid. E soprattutto capire che manca un intervento congiunto di protection, di child protection. Donc il manque un effort conjoint de protection pour ces mineurs qui sont laissés en compte. Questa infatti è una delle sfide più grandi anche per noi operatori sociali, cioè cercare anche diciamo in tempi di pace, di non pandemia, di creare un intervento sinergico tra diverse professionalità. C'est un des défis qui se pose aux opérateurs sociaux, c'est créer une intervention conjointe entre les différents protagonistes pour aider ces mineurs en difficolté. Perché i problemi dei minori hanno diversi aspetti, quindi trattandoli in maniera molto segmentata rischiamo di perdere dei pezzi, no? Di perdere la realtà del problema. En fait, les problèmes des mineurs peuvent être analysés sous plusieurs aspects, mais quelquefois on peut perdre la vision réelle du problème. Noi su questo stiamo continuando a lavorare ancora sulla protezione dei minori, anche, soprattutto su strada. Nous sommes donc encore en train de travailler sur la protection des mineurs, en particulier ceux qui sont dans la rue. Lavoriamo qua a Napoli con un'associazione che si chiama On travaille ici à Naples avec une association qui s'appelle Un popolo in cammino per Jenny Vive. Un peuple en marche, in cammino per Jenny Vive. Jenny is the name. name. Donc pour vivre. Jenny è questo ragazzo, questa statua che ha perso la vita per un proiettile sparato per strada. Pour faire vivre Jenny, donc c'est ce garçon qui est mort dans la rue. E il signore che vedete in mezzo a noi è il padre di questo ragazzo che ha creato questa associazione. Cette association a été créée par le père de cet adolescent qui est mort dans la rue. E continuiamo a sostenere che sia necessario intervenire perché i minori in questa città, ma in tutte le città in Europa anche, sono a rischio. Et pour nous, il est toujours nécessaire d'intervenir parce que ces mineurs sont des mineurs à risque. Chiudo con l'appello che ha fatto qualche giorno fa l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. L'appel, donc il y a eu un appel qui a été fait dernièrement par le cardinal de Naples, d'accord, che ha intitolato il suo appello I figli di Napoli sono figli di tutti. qui a appelé son appel Les fils de Naples sont les fils de tous.
Noi abbiamo risposto a questo appello Nous avons répondu à cet appel per lavorare a dei tavoli pour travailler donc di autour d'une table ronde, concertazione proprio per proteggere i minori. donc pour créer des tables rondes de concertation traitant des problèmes des mineurs. Approfitto appunto di questa sede. Come si dice? Dans cet objectif, No, qui in Fondazione Mediterraneo la Fondation Méditerranée, vorrei rilanciare questo appello donc vous voudrez aujourd'hui relancer cet appel perché tutto il mondo, appunto con questa bella iniziativa degli Stati Uniti del mondo, pour cette proposition ou une belle initiative, les États-Unis du monde, prendiamo coscienza della necessità di protezione dei minori. parviennent à nous faire prendre conscience de la nécessité donc de Protezione protéger les mineurs e i diritti dei minori. et les droits des mineurs. Perché le luci dei riflettori Parce que les lumières des projecteurs si accendono solo in alcuni momenti, no? ne sont allumées qu'à certains moments et on voudrait que donc que tout le temps ce soit le cas. Invece i diritti umani e i diritti dei bambini sono sempre e sono dappertutto. Parce que les droits des enfants et les droits des mineurs sont toujours d'actualité et doivent être protégés. Queste sono foto invece della libertà dei bambini post pandemia e con questo vi saluto e vi ringrazio. Voici la photo des enfants après la pandémie et avec ceci je vous salue. Désolée pour la traduction, mais... Des articles où il y avait juste le nom Covid-19, alors que c'était pour parler de la situation, mais pas du tout pour dire qu'on était en situation de Covid-19, mais sans qu'on dise quoi que ce soit sur la Covid-19. Et ce type de message est censuré par Facebook, ce que je trouve totalement anormal. Et donc là, il y a un risque. Le censeur, jusqu'où va son pouvoir, qu'est-ce qu'on lui donne comme pouvoir? A-t-il la possibilité de censurer honnêtement, de manière scientifique, je mettrai ça entre guillemets parce que je ne considère pas que la censure puisse être scientifique. Et donc j'ai un problème par rapport à vos recommandations. Bonjour à tout le monde. Alors j'ai deux questions compte tenu du thème de la séance. Tout d'abord, quels sont d'après vous, je ne sais pas qui c'est de donc nous éclairer davantage sur la question suivante, quelles sont les défaillances au niveau des politiques de santé dans les pays, c'est-à-dire les défaillances les plus remarquées, les grandes défaillances et quels sont, d'après vous, les meilleurs modes d'action, les meilleures idées, les meilleures stratégies pour améliorer donc les politiques de santé des pays et surtout les pays qui, compte tenu de leurs moyens, n'ont pas pu jouer un grand rôle dans leur politique de défense, leur politique de santé. Voilà, ça c'est la première question. Ma deuxième question, et ça se rapporte toujours avec le thème de cette séance, le rôle de l'État envers la société. Nous avons vu que dans la plupart du monde... pardon? Ça va? Ça va. Okay. La baisse. On dit la baisse, on a là. Ok, donc on a vu, Monsieur Ayman, donc on a vu dans le monde entier, les États ont essayé de secourir la population qui était donc en crise, qui était en quête de protection, compte tenu des effets néfastes de la crise de la Covid-19 sur les sociétés, particulièrement la montée du chômage, les maladies et la pauvreté de certaines classes.
comment donc on peut vraiment trouver des mécanismes à l'échelle internationale pour assister les pays qui n'ont pas les moyens de jouer leur rôle convenablement dans des conditions pandémiques, rôle de l'État envers la société dans des conditions pareilles. Voilà, merci. Donc j'ai terminé mes 2 questions. Je pense que c'est à M. Andes de répondre. Quand même, la pandémie, comme vient de le dire excellemment, et de rappeler l'amiral Ayesi, la pandémie a créé des situations auxquelles nous n'étions plus habitués. C'est-à-dire, elle a provoqué chez les petits artisans, chez les commerçants, chez les ouvriers, chez toutes ces catégories, j'allais dire, laborieuses, une détresse que nous avions plus ou moins oubliée en raison d'un développement presque ininterrompu de nos économies, à peu près ce qu'on appelle en occidental et en France les 30 glorieux. Et donc, je ne pense pas que les économies des États, en tout cas des États de ce qu'il est généralement conclu d'appeler le tiers-monde, c'est-à-dire les États les moins favorisés, que les économies de ces États soient capables de supporter ce choc financier et économique. Les gouvernements vont être appelés à envisager de donner des compensations financières, comme je l'avais dit à la fin de mon intervention, des compensations financières à tous ceux qui ont été empêchés de se livrer à des activités commerciales, artisanales et de manière générale économique pendant à peu près des durées très longues, c'est-à-dire de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, et même d'1 an. Pour les transporteurs, les commerçants en détail, toutes ces catégories relativement fragiles, je ne parle pas des grandes sociétés nationales, certaines ont été impactées au point de faire faillite. Mais les cas sociaux sont peut-être les plus poignants, ils le sont toujours, et je pense qu'il faut envisager des mécanismes, il faut que, de manière, dans un cadre multilatéral, que les gouvernements s'attellent à trouver des moyens, des voies et surtout des financements pour cette solidarité internationale qui est devenue indispensable. On ne peut pas admettre qu'un pays déjà pauvre, qui ne faisait que 1%, comme la Tunisie depuis 2011, qui ne faisait que un taux de croissance de 1% alors qu'il était à 5% avant 2011, impacté en plus par cette catastrophe pandémique, se retrouve avec des taux de croissance négatifs qui jettent des millions de gens, des milliers de gens dans la précarité. Voilà. Est-ce que je peux dire un mot? Bonjour. Donc, regardez, ce que j'ai constaté personnellement, est une des choses à laquelle nous n'étions pas préparés, par exemple en Tunisie, en matière de gestion des pandémies. En Tunisie, nous avons un plan d'émergence, de gestion des situations d'urgence, le plan d'urgence. Et on fait ce qu'on appelle des opérations blanches pour lutter contre préparer les gens contre les calamités naturelles. Particulièrement, moi j'ai assisté à plusieurs opérations blanches dans le domaine maritime pour entraîner les gens à faire face contre les pollutions marines. On fait aussi avec la protection, la protection civile des opérations blanches pour donc cerner les incendies, pour les inondations. L'idée que j'ai balancée déjà, que j'ai évoquée au niveau du ministère de la Défense dans le cadre de l'Union, c'est d'apprendre et d'introduire un autre mécanisme d'opération blanche pour lutter contre
la question des pandémies. À ma connaissance, je n'ai jamais vu le corps médical en Tunisie, par exemple, faire des opérations blanches pour préparer le personnel médical à donc faire face à ce genre de situation. Voilà, c'était l'unique idée que j'ai voulu donc enrichir, avec laquelle j'ai voulu enrichir la séance. Merci de cette idée et je pense qu'on a eu un manquement en ne donnant pas la possibilité à M. Verri pour répondre. Non, ça y est, pas de problème. Je lui passe le... D'accord, je redonne la parole à M. Verri tout en m'excusant. Merci, Monsieur le Président. Alors, juste pour, avant de répondre à la question, juste une idée par rapport à ça. Je pense que le Covid-19 a prouvé qu'il y avait une faille logistique dans le monde entier. Par exemple, en France, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui a géré la pandémie, alors que c'était le ministère le plus préparé pour gérer ce genre de choses logistiquement. En Tunisie aussi. En Tunisie, il y a eu une faillite logistique. Donc, une des faillites de la gestion du Covid, c'est une faillite logistique. Donc, j'ai juste voulu rebondir par rapport à ça. Pour la question de Mme Mellek, par rapport à la censure de Facebook concernant la désinformation. Donc, je pense qu'on a deux choix. Soit Facebook, d'ailleurs, votre exemple personnel, vous écrivez quelque chose vous écrivez Covid et vous vous trouvez censuré. Là, c'est de l'intelligence artificielle qui fait ça. Parce que Facebook ne veut pas investir dans des ressources humaines. Parce que les gens, quand ils peuvent faire la différence entre un commentaire qui contient du Covid, mais qui contient le terme Covid, mais qu'il n'y a pas de désinformation, et lorsqu'il y a de la désinformation. Et donc le problème, c'est que Facebook ne veut pas investir dans ça. Donc c'est un investissement lourd. Parce qu'il doit recruter des gens qui parlent toutes les langues dans le monde entier, dans tous les pays, et qui doivent modérer tout le flux énorme d'informations. Il faut qu'il y ait un nombre très, très grand de personnes. Donc la question de la censure ne peut être que limitée lorsqu'il y a des ressources humaines qui font ça. Deuxièmement, les États, les gouvernements doivent réglementer parce que c'est les seuls acteurs légitimes. Soit ils sont démocratiquement élus, soit ils ont la légitimité dans leur pays, même si les systèmes politiques ne sont pas très démocratiques. Mais ils ont la légitimité. Facebook n'a pas de légitimité. Les entreprises, les multinationales n'ont pas de légitimité à décider dans ce genre de questions. C'est les États, parce qu'ils représentent des citoyens dans le monde, c'est eux qui peuvent gérer, et donc ils doivent réglementer, ils doivent imposer des sanctions, des réglementations à ces réseaux sociaux pour qu'ils soient obligés d'utiliser des ressources humaines. Tant que la technologie n'a pas prouvé qu'elle est efficace dans ce genre de choses, pour faire la différence entre ce qui est une désinformation et ce qui est une information qui peut contenir quelques mots qui peuvent rendre cela. Donc il faut de la réglementation et il faut que Facebook investisse. J'ai toujours la même question. Quelle est la limite entre la censure pour désinformation et la censure politique, par exemple? Je pense que le débat sera toujours présent parce que chacun de nous a sa propre vision des choses. Mais je pense qu'on ne va pas trouver une solution miracle. On peut juste limiter. Et limiter, c'est les gens humains qui peuvent le limiter. Ce n'est pas la technologie qui peut le limiter parce que la technologie travaille automatiquement et donc elle fait des choix qui des fois peuvent ne pas être très logiques. Et après, il y a un code déontologique chez Facebook. Facebook, par exemple, désolé d'être un peu lent, donc Facebook a constitué un comité éthique. Pendant 3-4 ans, après les différents scandales, après les campagnes électorales, après la Cambridge Analytica scandale, et Facebook, dernièrement, a dissous ce comité éthique. Et la femme que je vous ai montré, la lanceuse d'alerte, faisait partie de ce comité éthique qui a été dissous.
Et donc, il faut que Facebook fasse des efforts dans ce sens. Et donc, je pense que la seule solution, c'est de limiter en utilisant des ressources humaines et de faire un code déontologique pour les obliger à toujours respecter les codes Je environnementaux. pense qu'on fait face à un problème de liberté versus sécurité. Et ce problème-là est franchement insoluble. Bien sûr, on est en période de crise. On a tendance à mettre le curseur plutôt plus proche de la sécurité, mais j'espère que cette période sera passée et on reviendra à un curseur qui se rapprochera de la liberté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Président. Non, c'est pas une question, c'est un commentaire par rapport, parce que cette question des réseaux sociaux, je voulais d'abord remercier notre ami Azo Zebey qui a fait une très belle présentation, claire et malgré la pression mise sur lui par le président, très rigoureux. Ce sont les prérogatives résidentielles. Régaliennes. Régaliennes, oui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que certes, il y a cette dialectique, liberté d'expression, censure. Mais ce que nous savons, je n'invente rien, mais c'est peut-être bon de se le rappeler les uns les autres, c'est qu'il y a de la régulation dans les médias classiques. Vous avez besoin de comités de rédaction, vous avez des chartes déontologiques, vous avez des instances de régulation dans l'audiovisuel qui fonctionnent plus ou moins bien, parce qu'une information, souvent on le dit chez nous en arabe, que l'information est sacrée, que le commentaire est libre, mais c'est comme les présidents qui disent qu'ils ne commentent pas. Mais quand vous parlez, vous influencez quelque part. Or, ce qu'on on a tendance à croire qu'on est tous journalistes, rédacteurs, lanceurs d'opinion, etc., en étant derrière son clavier. Et sans être trop long, je veux vous rappeler ici, par exemple, la dose exceptionnelle des fois de haine ou d'invectives qui se déchaînent parce que les gens sont aussi désinhibés derrière leur clavier. C'est pas comme quand ils sont derrière un micro de radio ou devant une caméra de télévision. Bref, tout ça pour dire que d'abord il y a des moyens techniques, il y a maintenant de l'intelligence artificielle qui permet, y compris grâce à des ingénieurs dans beaucoup de pays, notamment en Tunisie, de comprendre les dialectes ou les langages, en tout cas pas académiques, le tunisien ou l'algérien, pour savoir où peut-être modérer. Mais en même temps, c'est qu'encore une fois, sans aller jusqu'à la régulation étatique, parce qu'ils ne peuvent que couper finalement l'accès à tel ou tel réseau social, c'est surtout savoir qu'il y a ce risque qui pèse sur nous, se réguler soi-même, mais en tout cas demander à ce qu'il y ait de la modération et de l'humanisation, encore une fois, dans des moyens qui sont gigantesques, que nous utilisons souvent, mais dont il faut savoir aussi les limites et les dangers, comme toute évolution technologique par laquelle nous sommes passés. Monsieur le Président, si vous me permettez, je veux juste dire 30 secondes quelque chose. Facebook gagne quand il y a des contenus haineux sur Facebook. Parce que c'est les contenus qui créent le plus de réactions, c'est les contenus qui font émettre les sentiments de peur et de haine. Donc quand il y a de la haine sur Facebook, Facebook gagne plus. Donc il faut garder en tête, et c'est pour ça que la lanceuse d'alerte a parlé aussi par rapport à ça. Donc, c'est... Merci. Alors, tout d'abord, je voulais faire mes compliments à tous les conférenciers de ce matin. C'était vraiment une séance très intéressante. Et pour mon collègue Garrone, j'ai compris qu'il a des problèmes de formation. Je voudrais m'assurer qu'il nous écoute. Est-ce qu'il nous écoute? Professeur, est-ce que vous m'entendez? Professeur? Il est encore en ligne. Oui, il nous entend ou pas? Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Professeur? On suppose. Sans doute parti pour une urgence. Ah. Parce que sinon, ça ne va pas la peine. Oui, justement, parce que je voudrais ça. Professeur, est-ce que vous nous entendez? Marco Garone. Marco Garone? Professeur Garone?
Oui. Non, ça c'est Abbesse. Non, ça c'est Abbesse. Professeur Garoli? Il y a aussi Marco Garone. Garoni? Donc, On entend un peu. s'il va venir après, D'accord. je peux lui dire quelque D'accord. chose. On laisse. Et je retourne à mes compliments et je vis surtout comment on dit, les interventions des jeunes vraiment très très intéressants et ils montrent que après la pandémie, nous on a vraiment des sources très importantes avec ces jeunes qui se battent. Merci. Merci. Merci, en espérant que le professeur sera avec nous incessamment. Parce que ça serait super. On vous applaudit. Ok, oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il est temps de clôturer le débat. Je vous signale que c'est la première fois que je préside une séance. Je l'ai fait avec efficacité, sans aucun doute. Donc, je vous remercie beaucoup et je pense qu'on a une pause café pour fêter cela. Merci beaucoup.